Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette dernière rencontre en endroit allé de l'année où j'ai le plaisir de recevoir ce soir Étienne de Montetti qui va nous parler de son roman paru chez Stock pour la rentrée littéraire qui s'appelle La Grande Épreuve et qui est le Grand Prix de l'Académie française cette année. Bonsoir Étienne, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien, merci. Alors moi, je suis très heureuse de vous recevoir pour cette dernière rencontre, la 142e. Nous allons parler d'un livre qui est un peu particulier, qui est puissant, qui apporte plein de questions. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, vous êtes parti d'un fait réel et vous en avez fait une fiction. Oui, Alors je vais juste rappeler où vous allez le faire, vous allez rappeler ce fait réel peut-être et nous dire pourquoi ce fait vous a tant inspiré. oui, le fait réel, c'est un événement qui a frappé tous les Français. En juillet 2016, un prêtre, le père Jacques Hamel, a été assassiné dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie. Ça, c'est le fait divers affreux d'un prêtre assassiné par deux jeunes dans son église. Et c'est un événement que j'ai suivi, moi, comme journaliste, et comme éditorialiste, euh, et qui m'a poursuivi, qui m'a frappé assez profondément. Probablement parce que c'était la violence survenue dans un lieu de paix, un homme de paix, un homme âgé, un homme au service des autres, qui était assassiné par la violence la plus gratuite, la plus affreuse. C'était aussi la violence qui s'invitait dans la vie ordinaire, une petite église d'une petite ville, un paysage assez familier à tous les Français d'ailleurs, qu'ils soient chrétiens ou pas, pratiquants ou pas, peu importe. C'était l'église du coin, le curé du coin, et pourtant la violence, la haine la plus ordinaire s'est invitée dans ce quotidien-là. Et ça m'a renvoyé à pas mal de choses, ça m'a renvoyé aux questions de la place de la religion en France, la religion chrétienne évidemment à travers ce vieux prêtre, la religion musulmane ou l'islamisme au moins dont se prévalaient les deux assassins dont on a découvert après leur parcours, leur curriculum vitae. Euh, D'autres questions aussi, l'âge de ces assassins qui ont l'âge de mes enfants, donc plusieurs France, plusieurs jeunesses en France, les uns au mois de juillet qui vont se prêter à passer des vacances agréables, en voyage, en aventure ou en famille, et puis ces deux jeunes qui partent dans un parcours qui va les conduire à l'innommable. Bref, c'est un fait divers qui m'a travaillé et j'ai eu besoin du roman pour en parler en liberté, tout simplement, parce que bien, ce fait divers existe. Le père Hamel, on le connaît, on sait qui il est. Le roman m'a permis, à travers ce prêtre, d'explorer un autre prêtre, d'explorer tous les prêtres d'une certaine façon. Aussi cette jeunesse, c'était aussi une génération que j'ai voulu rencontrer. Et puis, un policier également. Enfin, ça m'a permis de faire de manière plus libre, plus profonde, certainement aussi, Ouais. une sorte de radioscopie de notre pays. Alors, c'est un roman choral où on va suivre 5 personnages. Donc, ces 5 personnages, je vais brièvement les nommer. Il y a David, il y a Hicham, il y a Frédéric Nguyen, qui est notre policier, il y a le père Georges Tellier, il y a sœur Agnès. Voilà, ce sont les 5 personnages. A priori, ces 5 personnages n'avaient aucune raison de se croiser dans la vie. Et finalement, ils vont tous se retrouver au même endroit, puisqu'on connaît la fin, il n'y a aucun suspense dans ce livre, puisque ça, vous partez donc de cet assassinat. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que vous abordez un sujet qui est très important, c'est la foi qu'elle soit religieuse, avec le christianisme, l'islamisme, et la foi de la République ou de la nation. C'était important pour vous de traiter cette foi selon ces 3 prismes? Ah oui, parce que pour moi, c'est vraiment les raisons de vivre et de mourir qui animent mes personnages. Ce prêtre, cette religieuse, qui sont effectivement des chrétiens engagés au service des autres. La petite religieuse, elle arrive d'Afrique, elle s'est occupée d'enfants pendant toute sa vie. Elle est revenue en France parce que ses parents vieillissaient. Ce prêtre, il est âgé, il a donné toute sa vie aux autres, à son quartier, à ses fidèles, à son Dieu. Euh, mes jeunes, ils ont un problème d'identité. Ils ont des histoires personnelles, l'un lié à l'immigration, l'autre lié à l'adoption. Ils cherchent aussi un idéal que leur époque, notre époque, a du mal à leur donner. Je ne fais pas le procès d'une époque ou d'une société, ce n'est Oui, pas mon oui. propos, mais j'observe qu'ils ont du mal et ils vont trouver des réponses à leurs questions à travers un islam sommaire, une idéologie islamiste.
qui passent largement par Internet, par des messages radicaux, des messages, des réponses au fond simples, pour ne pas dire simplistes, aux questions existentielles qu'on se pose. Et puis, il y a effectivement ce policier, parce que, effectivement, dans ce fait divers, la police est intervenue et a surgi sous ma plume, au fond, un jeune policier un petit peu plus âgé que les assassins, un petit peu plus jeune que le prêtre, et qui, lui, c'est au fond, il m'a intéressé parce qu'il n'était ni victime ni bourreau. Il est là parce que son devoir de policier l'exige. Il est envoyé sans avoir à comprendre ce qu'il se passe pour protéger des gens et pour neutraliser d'autres personnes. Et ça m'a obligé un petit peu à enquêter sur ce monde de la police et j'ai beaucoup admiré ces hommes qui interviennent sur des théâtres d'opération au nom, effectivement, d'une certaine idée de l'homme, d'une certaine idée de la paix, d'une certaine idée de l'ordre et de la justice. Et j'ai aimé à la fois leur détachement, parce qu'ils ne sont pas là pour dire le bien et le mal, ils sont là pour risquer leur vie au service d'une certaine conception de l'homme qui n'obéit, vous avez raison, pas à des considérations religieuses, du moins les leurs sont strictement privées, mais en revanche, ils interviennent au nom d'une certaine idée de la République. Et j'ai beaucoup d'admiration pour eux. C'est un aspect de mon livre qui m'a beaucoup intéressé parce que ça m'était moins familier que d'autres, peut-être. Et donc, je l'ai découvert avec plaisir. Alors, il est intéressant ce personnage de Frédéric Nguyen parce qu'il écoute beaucoup, il ne parle pas beaucoup, il est dans le silence. Il passe d'abord par la brigade des mineurs, si mes souvenirs sont bons, pour Oui. atterrir à la BRI. Donc, ce n'est pas du tout le même monde. Et surtout, il se pose des questions sur ses convictions. Et ça, c'est intéressant. Et vous abordez aussi le sujet des violences policières avec ce personnage. Donc, il y a un écho avec l'actualité qui est assez... avec tous les personnages d'ailleurs, je trouve. Oui, peut-être le hasard qui fait qu'il y a des échos de mon livre il y a des échos de l'actualité dans mon livre, c'est vrai. Effectivement, c'est un homme qui m'a intéressé parce qu'il est aussi un enfant de son époque, mais il a eu de la chance, à la différence de mes deux jeunes assassins, c'est qu'il a rencontré une femme et que cette femme l'a, au fond, poussé un petit peu hors de lui-même, l'a obligé à se dépasser. Lui qui s'apprêtait à mener une vie tranquille, sans beaucoup se poser de questions, elle l'a obligé à aller au bout de son rêve, qui était d'être policier sans forcément se l'avouer. Et c'est un homme que j'ai aimé pour avoir rencontré depuis d'autres policiers, pour un peu nourrir mon personnage, à cause d'une sorte de distance qu'ils ont vis-à-vis de l'humanité, parce qu'ils en voient évidemment le mauvais côté, hein, ils voient la violence, ils voient les crimes. Et donc, ils ont une distance un peu ironique, et puis ils essayent que cette distance ne soit pas jugement, ça les préserve au fond d'un jugement, même une certaine ironie à l'égard des événements et des personnes. Et puis, ce sont des hommes qui ont de l'indulgence pour l'humanité. Et effectivement, j'ai un personnage alors, très secondaire, mais qui traverse cette équipe de la BRI, qui est un personnage qui a fait une faute, qui a été condamné, c'est-à-dire mis à des postes qui sont des sanctions en réalité pour les policiers. Et mon policier, mon héros, Frédéric Nguyen, va lui donner une deuxième chance. C'est-à-dire que oui, il y a cette faute que ce policier a faite, mais il y a aussi la seconde chance, la rédemption qui est proposée à cet homme de se racheter en jouant son rôle dans ces équipes d'intervention de la BRI. C'est un aspect qui m'a plu, qui m'a été raconté par un policier que j'ai aimé parce que ça montre qu'il peut y avoir des problèmes, des violences, des fautes, mais aussi possibilité de se racheter. Et ça, dans l'esprit de mon livre, c'était important, cette idée du rachat. Alors, on va s'intéresser à ces deux personnages qui sont les deux terroristes de votre histoire. Donc, il y a David, qui est le fils adoptif d'un couple sans embrouille. Ils ne lui ont jamais caché qu'il avait été adopté et il sait qu'il a des origines maghrébines. Il se pose plein de questions. Lui, il est en cas d'identité. Et il y a de l'autre côté, il y a Hicham. Hicham, c'est un ado qui est en prison et qui s'est radicalisé en prison et qui est sorti et qui va se réinsérer. Et ils vont se croiser. Ce qui est très intéressant dans mon livre, c'est le point de bascule de David vers le fanatisme meurtrier. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de ce point de bascule? Alors David, il a deux prénoms parce qu'il a une double identité. David, c'est un enfant adopté. Et comme tous les enfants adoptés, la question de ses origines se pose et vient rencontrer, parfois de manière violente, parfois, j'espère, harmonieuse, mais de manière violente
au moins intérieurement, ses origines génétiques, et puis son histoire personnelle, celle de ses parents adoptifs et celle de ses parents génétiques. Et cette histoire peut être encore plus violente quand ses origines reviennent violemment en lui. Et David est d'origine maghrébine, et à l'adolescence, ses racines non seulement maghrébines, mais musulmanes, la communauté musulmane, d'une certaine façon, la Oumma, l'assigne à nouveau à ses origines. Et évidemment, pour un jeune homme, c'est très, très violent, ce choc entre cette famille sans problème, cette famille sans histoire, aimante, qui est la sienne. Je suis appelé là à l'instant par mon bureau. Est-ce que je peux m'interrompre une seconde dans ma discussion? Allez-y, allez-y, allez-y. Je suis confus, je suis confus. Alors, je ne sais pas, je vais meubler. Donc, rappeler donc, le livre d'Étienne de Montietti. Ah ben, il est revenu, Alors, très rapide. excusez-moi. Non, non, je vous en prie. Excusez-moi, je suis encore dans mon travail. Je suis encore au journal. Oui, cette double origine va être très pénible à Daoud, qui un jour va demander à s'appeler, à David, qui va demander à s'appeler Daoud, c'est-à-dire à retrouver ses origines génétiques, comme si la culture que sa famille, on ne peut plus européenne, on ne peut plus occidentale, a voulu lui transmettre, beaucoup d'amour, dans la gratuité. Tout ça ne comptait pour rien, et c'était les origines lointaines, la génétique qui avait le dessus. Et pour un garçon, un adolescent, évidemment, ce choc est très violent. Cet appel au fond des origines, dont je ne fais pas une science, hein, c'est une histoire individuelle que je raconte, elle va être facilitée d'une certaine manière par des lacunes, au fond, dans l'éducation qu'il aura reçue de ses parents. Ce n'est pas un jugement que je pose, mais voilà, ses parents lui ont donné l'amour, lui ont donné le confort, mais peut-être ont eu du mal à lui donner un idéal, un sens à sa vie. Et ce sens, il le recherche, il le demande. Et ce sont des rencontres, d'abord d'une communauté musulmane chaleureuse, humaine, qui va répondre à cette aspiration. Et puis à l'intérieur de cette communauté, des membres moins sympathiques, plus radicaux, qui vont se servir de ces failles pour l'embrigader dans une aventure qui est celle de l'assassinat de ce prêtre. C'est vrai qu'à aucun moment, vous ne portez un jugement dans ce livre. Vous faites juste un état des lieux d'un malaise identitaire de la société dans laquelle nous vivons. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas de jugement, parce que vous abordez quand même des sujets très importants. L'islam, c'est un sujet qui est quand même pas facile à aborder. Et je trouve que vous le faites d'une manière intelligente et délicate à la fois. Donc, c'est pas facile. Même pour moi, c'est pas facile à aborder parce qu'il y a des choses qui sont très violentes dans votre livre. On va pas les aborder, mais c'est vrai que Hicham, qui reproche finalement à ses parents qu'il l'islamisme léger, je sais pas, il leur reproche de pas être assez dans l'islamisme dur. C'était compliqué pour vous d'écrire ça ou pas? Écoutez, c'était un effort de me dire, je n'écris pas d'essai, je n'écris pas une thèse, même si j'ai un point de vue personnel de citoyen sur tel ou tel sujet, ça ne doit pas apparaître parce que je crois que dans un roman, tous les personnages doivent avoir au fond leur chance, la possibilité d'exister, la possibilité de s'épanouir. Et puis, je me suis surpris à éprouver quelque chose d'assez curieux, je vais oser le mot, mais le besoin d'aimer tous mes personnages. Vous voyez, comme un père qui aurait besoin d'aimer tous ses enfants, même si certains de ses enfants le désespèrent, lui font du chagrin, lui font de la peine. J'aime assez cette image. Et donc, bien sûr que le parcours mené par David Daoud et par Hicham, je le réprouve comme citoyen, mais pour les comprendre, pour essayer de décrypter ce mécanisme de l'horreur qui les conduit à un crime, j'ai eu besoin de retenir mon jugement, parce que sinon, ils n'existaient pas. S'ils étaient condamnés dès le départ, le lecteur les condamnait avec moi et on n'en parlait plus. J'ai voulu montrer une somme de malentendus, une somme d'injustice, une somme de malchance, une somme de tas de considérations qui sont le parcours d'un homme, qui le conduisent sur un chemin évidemment déplorable, mais sans avoir à toutes les pages besoin de tirer une petite sonnette en disant ce qu'ils font là n'est pas bien. Je crois que c'est quand même un enjeu du roman
surtout aujourd'hui, de ne pas faire rentrer des considérations morales qui sont très respectables en soi, qui sont celles de notre société, dont notre société a besoin. Le roman a besoin d'une certaine liberté, et même il a besoin parfois de mettre en animation des personnages peu sympathiques. Ça nous permet de mieux les comprendre. Et alors, de l'autre côté, il y a deux personnages. Donc, il y a le père Georges Tellier. Vous faites passer des messages aussi sur la religion. Hein. Vous faites des raccourcis. Je vais en donner juste un qui m'a frappé. Quand vous dites, vous lui faites dire que prêtre égale pédophile, ça c'est très fort aussi. Vous faites passer des messages. Vous revenez aussi sur Vatican II, donc vous exposez bien le problème. Et ce prêtre, il est un peu désolé parce qu'il se dit que finalement les fidèles fuient l'Église. Vous avez ce sentiment-là aussi? Alors, c'est un sentiment, oui, communément partagé, d'un assoupissement au moins apparent de l'Église catholique. C'est ce dont les prêtres parlent, ce dont les prêtres souffrent, bien sûr. Comme c'est un roman qui parle d'aujourd'hui, la question effectivement de crimes commis par certains ne pouvait pas ne pas toucher un prêtre qui s'interroge, qui peut même se mettre en colère en voyant quelques-uns de ses confrères qui déshonorent au fond toute une corporation. Ça me paraît une saine colère qu'un prêtre soit scandalisé par ce que peut commettre certains de ses confrères. Et puis Vatican II, ben, ça a été le quotidien de cette génération de prêtres. Voilà, moi j'ai une cinquantaine d'années, je suis né à peu près à cette époque, donc je suis un enfant de cette époque. Il était normal que ces sujets soient présents dans mon livre. Et après, mon Dieu, l'avenir de l'Église catholique, je ne le connais pas. C'est une institution qui a connu quand même des hauts et des bas. Peut-être qu'elle est dans des bas, peut-être qu'elle est en renaissance, je n'en sais rien. Ce que j'observe, et je crois que je le fais dire à mon prêtre, c'est que c'est une institution qui a connu des hauts et des bas, qu'on a pu enterrer 10 fois et qui a toujours pu ressurgir. Et je crois que c'est mon prêtre qui le dit. C'est une religion qui est née d'une défaite, qui est née d'un homme sur une croix, c'est-à-dire une défaite apparente, une défaite pour ses disciples, et puis soudainement une renaissance, la résurrection du Christ, et puis cette extraordinaire aventure humaine que peut représenter l'essor du christianisme dans le monde antique il y a 2000 ans. Et puis sœur Agnès, elle qui se pose des questions un peu philosophiques, puisqu'elle se pose la question de savoir est-ce que l'épreuve, c'est pas de rester fidèle à soi-même au fond. Parce que vous abordez plein de sujets, hein, l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, la connaissance, faire des choix. Est-ce qu'on peut dire finalement que la grande épreuve, c'est un sacrifice? Voilà. J'ai combien de temps pour répondre? Je ne 3 sais heures. pas. Pas 3 heures, mais La grande épreuve, c'est la vie, mon Dieu. La grande épreuve, c'est la vie, qui peut être difficile pour certains. Le sacrifice, oui, c'est celui de ce prêtre qui va accepter de mourir pour une certaine idée de l'homme, une certaine idée aussi de Dieu. Que lui, il est chrétien, donc il sait que le christianisme est passé par la croix du Christ. Ça, c'est le sacrifice. Il n'est pas demandé à chacun. La grande épreuve, c'est aussi d'accepter les difficultés, d'accepter la vie telle qu'elle vient. La sœur Agnès, elle est très positive, elle est très optimiste. Elle voit ce monde qui change, elle voit cette Église qui change. Euh, elle essaie de voir les choses du bon côté. Par exemple, elle dit que l'irruption et l'essor du monde musulman, l'essor de l'islam dans la société, ça doit être pour elle, dit-elle, une sorte d'aiguillon. J'observe des gens qui prient Allah, et moi, dans ma foi, dit-elle, dans ma pratique, dans ma ferveur, est-ce que ça me décourage ou est-ce qu'au contraire, ça m'encourage en me disant, je dois être à la hauteur des croyants, moi aussi. Donc la grande épreuve pour elle, c'est d'être d'une certaine manière encouragé ou challengé, comme on dit en mauvais français, par d'autres croyants. C'est ça la grande épreuve, c'est aussi d'accepter la vie telle qu'elle vient. Pour mon policier, ça va être l'acceptation d'une humanité parfois violente, d'une humanité de criminels, et que pourtant, à laquelle il faut se confronter. ce titre, il s'est imposé à vous. Vous l'avez trouvé comment? Il s'est imposé à moi par la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, puisque c'est une phrase de l'Apocalypse, une belle phrase d'ailleurs, j'aime beaucoup l'Apocalypse, qui est un texte magnifique, même sur le plan strictement littéraire. C'est ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements blancs dans le sang de l'agneau. Donc c'est effectivement c'est l'histoire d'un sacrifice,
l'histoire du sacrifice du Christ, mais c'est aussi l'histoire de la vie où on passe d'une épreuve à l'autre. Et l'histoire du vêtement blanc, c'est aussi renaître à une autre vie après une épreuve qui nous a changé, qui nous a transformé, peut-être qui nous a bonifié, puisque les théologiens disent que cette phrase de Saint Jean, elle correspond aussi au baptême. Enfin, on ne va pas faire de la théologie, on n'est pas un cours de catéchisme. Mais voilà, Non. c'est la vie qui parfois euh, est jalonnée par des épreuves graves, mais dont on se relève toujours. Vous abordez aussi le fait que comment on peut envisager un avenir quand le présent est très violent et tout autour de nous, tout est latent et c'est désolant. En fait, il est quoi? C'est une question de bêtise, le fait que David soit tombé comme ça de l'autre côté et basculé? C'est quoi exactement? Non, David, il n'est pas bête, au contraire, il est plein d'idéal. Je pense que c'est une question qu'on doit tous se poser, notamment les gens qui fréquentent des enfants, des adolescents, une jeunesse. Quel idéal on donne à cette jeunesse? Qu'est-ce qu'on lui propose? Et le temps qu'on vit nous encourage à vraiment se poser cette question. Est-ce que pour la jeunesse, euh, le confinement, le masque, la précaution, l'ultra-responsabilité, tous ces termes qui sont importants, hein, je ne porte pas de jugement Mhm. du tout, pour une jeunesse qui a envie de se dépasser, qui a envie de prendre des risques, qui a envie d'aller au bout d'elle-même, qui a envie de traverser l'océan à la nage, qui a envie d'aller sur la Lune, c'est normal, c'est l'âge de la jeunesse. Est-ce que notre société, à force de tout ce vocabulaire de la responsabilité, de la précaution, euh, du préservatif, vous voyez, Mhm. tous les sujets sont abordés sous l'angle de la précaution, de l'assurance tout risque. À la fois comme père, moi je le reconnais, c'est important pour nous, mais attention de ne pas annihiler, attention de ne pas d'une certaine manière, castrer les énormes aspirations à un idéal de la jeunesse. Et David, à l'évidence, ses parents aimants, mais peut-être un peu papa et maman poule, Mhm. ne, ne répondent pas à ça. Et Hicham, euh, c'est une autre histoire, une histoire de l'immigration, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, a aussi une aspiration à vivre quelque chose de beaucoup plus fort. Malheureusement, cet idéal ne sera pas comblé. Et dans ces cas-là, il y a souvent des réponses simplistes, des idéaux simplistes, des aventures incertaines qui sont proposées aux jeunes, en prison, mais pas seulement. Et certains y répondent naïvement, et puis bah, s'embarquent. Il fait les faits divers qu'on lit dans la presse, hélas. Donc le sens de la vie, en fait, ce que vous traitez dans chaque personnage, c'est un peu le fil rouge et c'est toute la question qu'ils se posent, eux. Quel est le sens de leur vie, au final? Exactement, exactement. Donc, réponse difficile pour les jeunes, plus Ouais. facile pour des gens mûrs, des personnes âgées qui ont une certaine sagesse et qui réalisent, mon Dieu, que la vie est droite, même s'il peut y avoir des courbes, hein, ou des ruptures. Effectivement, la sagesse vient et puis on comprend un peu ce que c'est que le sens de la vie, mais c'est une question que tous les jeunes se posent. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être que jadis, les voyages, les explorations, des engagements humanitaires, remplissait cette aspiration. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Et j'ajoute que cette question-là, je me la pose à chaque fois. Je lis un fait divers, véritablement, un fait divers, notamment sur les questions d'islamisme ou de jeunes Européens qui s'engagent dans ces aventures en Syrie. On sent bien que notre société n'a pas su répondre au pourquoi de l'existence, au pourquoi de l'action. Et ça, c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. Ouais, mais ils ont tous une force. Et est-ce que c'est la foi qui leur confère cette force ou pas du tout, selon vous? Bah, pour mes croyants, oui. Mon policier, c'est pas tout à fait la foi. C'est la foi dans la République, c'est la foi dans la police. Donc, au fond, la foi, c'est d'avoir rencontré ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on a envie de vivre et de mourir. C'est une forme de foi, c'est une forme de conviction, oui. À partir du moment où on a une conviction dans quelque chose, on peut se surpasser. Alors, je vais vous poser une question toute simple. Au début, vous avez dit que ce sujet vous avait intéressé, vous avez poursuivi. Une fois que vous avez écrit votre livre, est-ce que ça s'est apaisé? Est-ce que cette obsession s'est arrêtée? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez terminé l'écriture de ce livre? Vous êtes passé complètement à autre chose? Vous êtes arrivé, il fallait que vous l'écriviez, si j'ai bien compris. Et une fois Oui, que vous l'avez écrit, il s'est passé quoi? Vous l'avez laissé de côté? Vous avez... je l'ai un peu fait lire autour de moi pour savoir si j'étais ajusté, si c'était juste. Je me suis posé aussi la question qui m'a longtemps intrigué de ce qui émanait de mon livre.
Est-ce que c'était un bon message? Est-ce que c'était un mauvais message? Je me suis interrogé sur la fin de mon livre, vous voyez, qui finalement s'achève sur la messe des obsèques du prêtre. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas finir sur un simple assassinat. Un assassinat, c'est affreux, mais ça ne peut pas être la fin d'une histoire. Il y a évidemment une suite. Alors pour les croyants, il y a la suite dans la vie éternelle. Et pour une société, il y a aussi l'idée de se reconstruire après une telle épreuve. C'est les cérémonies de deuil, c'est une société qui, après avoir pleuré ses morts, décide de continuer parce que c'est important. Ah, je suis appelé, pardon, je suis confus. Nous sommes dans les joies du direct. Les joies du direct d'un directeur du Figaro littéraire qui est sur son lieu de travail et qui est sollicité. Donc, on s'excuse, il va revenir très rapidement. Ce sont des choses qui arrivent. Désolé, je suis désolé. Non, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur votre lieu de travail. Ce que j'expliquais, c'est que vous êtes directeur du Figaro littéraire, donc vous êtes sur votre lieu de travail, vous êtes en train de travailler. Donc, je viens de vous dire qu'on fait un grand sujet sur Sylvain Tesson. Ah. Et ça nous ramène à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire un homme qui aujourd'hui rencontre beaucoup de succès, d'abord parce qu'il a du talent, mais aussi parce qu'il il insuffle une énergie à ses lecteurs. Ses voyages, sa manière de voir l'existence insuffle cet idéal de l'aventure, du voyage, de la rencontre à ses lecteurs. Et il répond, je crois, à un énorme besoin, notamment par les temps de confinement qui courent. Il nous apporte une espèce de vent frais. Et une des réponses, vous voyez, aux questions qu'on se posait il y a 5 minutes sur la question de l'idéal, c'est véritablement lui, un de ceux qui y répond en disant, voilà, moi je voyage, je rencontre, je me dépasse, je me surpasse, je rencontre d'autres mondes et je rafraîchis mon regard sur l'humanité grâce à cette vie un peu aventureuse, c'est vrai. Et voilà, c'est Sylvain Tesson qui m'a obligé à m'interrompre quelques instants. Alors, vous avez reçu le Grand Prix de l'Académie française. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce prix? Mon Dieu, un grand honneur, évidemment. Et aussi une charge un petit peu intimidante, parce que quand on reçoit un prix, on a l'immodestie de regarder le palmarès. Et donc, le palmarès, c'est une longue généalogie littéraire qui remonte à 1915 et où on voit François Mauriac. On se retrouve dans la généalogie de François Mauriac. On voit Joseph Kessel, on voit Saint-Exupéry, on voit Bernanos, on voit Pierre Schondorfer, François Nourricier, Jean d'Ormesson, bref, des écrivains qui sont des familiers de mes lectures. Et donc, on se surprend à prendre place tout au bout de la table, vous voyez, au milieu des aînés, des grands anciens, des grands écrivains qui nous ont précédés. Donc, c'est un peu intimidant, évidemment une grande joie d'être distingué par l'Académie. Surtout cette année où l'Académie s'est réunie, l'Académie a voté, et puis l'Académie a retenu son verdict à cause du confinement et de la fermeture des librairies. Et donc, il a fallu attendre un mois que l'Académie révèle son verdict, un mois où j'étais le potentiel lauréat du Grand Prix de l'Académie. Je n'en savais rien, le secret a été bien gardé, évidemment, et j'ai donc dû apprendre la vertu de patience qui est importante. Qui est importante en toutes circonstances, mais là, ma patience a évidemment été mise à l'épreuve. Alors, j'ai juste une dernière question avant de laisser la parole à Frédéric. Tu as le temps. Quand on est directeur littéraire du Figaro, qu'on est journaliste, est-ce que c'est une pression supplémentaire quand on sort un roman à la rentrée littéraire? C'est une pression, je ne sais pas si c'est une pression. Dans ce cas-là, j'essaye de prendre du champ vis-à-vis des autres écrivains français, c'est-à-dire des camarades, des confrères, des gens que j'ai pu croiser, que je connais. J'ai besoin d'avoir une certaine indépendance, eux vis-à-vis de mon livre, moi vis-à-vis des leurs. Et donc, c'était un moment où je lis essentiellement des romans étrangers. Il y en a d'excellents, donc c'est parfait. Ce n'est pas du tout une corvée pour moi de lire les grands écrivains étrangers, ou alors des documents littéraires, des choses où il n'y a pas d'enjeu, généralement des écrivains morts, par exemple. Donc, ça me permet de prendre du recul, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile d'être à la fois jugé parti, ça c'est certain. Et donc, il faut quand même que, comme dit l'écriture, la main gauche ignore ce que fait la main droite. Hein, et l'écrivain ne doit pas tenir compte de ce que fait le journaliste. Voilà, ça oblige à une petite schizophrénie pendant quelques semaines. Ça se fait très bien, il faut une petite discipline.
Parfait. Je vais laisser Frédéric. Parfait. Ma question a justement un rapport avec ce que vous venez de dire. Si on écoute Albert Londres, le rôle du journaliste, c'était de porter la plume dans la plaie. Or là, c'est votre livre qui fait ça. Et c'est votre rôle d'auteur aussi. Qu'est-ce qui motive le fait, parce que vous êtes à l'endroit exact, vous pouvez, et vous avez aussi la liberté de le faire, de passer par le journalisme et par une grande enquête. Qu'est-ce qui a motivé le fait de passer par la fiction? Est-ce qu'il y a dans la fiction quelque chose qui vous permet d'être politiquement incorrect? Alors, la fiction me donne une grande liberté, c'est vrai, parce que le journaliste est quand même tenu par la réalité, par la véracité des faits. Dans mon livre, le fait divers initial existe, je ne peux pas le refaire et je ne peux pas inventer une autre vie au personnage. Elle leur appartient et pourtant, il me semble que dans ce fait divers, il y a des choses qui les dépassent. Donc la fiction m'a largement permis la liberté d'inventer à mes personnages une vie bien plus riche que celle des personnages en vérité, et surtout bien plus personnelle, c'est-à-dire j'ai beaucoup parlé de moi. Ce prêtre, c'est moi, ce policier, c'est moi, et ces assassins, c'est moi aussi. Ça, ce sont des libertés et des richesses que la vie de journaliste ne permet pas, parce qu'on est quand même tenu à un devoir de vérité. Mais néanmoins, je pense par exemple à tout le parcours de ce que fait un garçon qui est tenté par l'islamiste, Daesh, etc. Comment vous avez travaillé sur cette enquête-là, par exemple? Je connais ce sujet par mes lectures de documents, mes lectures de la presse. Je suis quand même l'actualité. Je me suis beaucoup intéressé à l'islam et puis évidemment à ces dérives du fait de l'emprise salafiste sur l'islam. Donc ça, c'est ma culture générale, mais elle ne fait pas de moi un islamologue, elle ne fait pas de moi un spécialiste du terrorisme. Donc j'ai eu besoin d'une histoire individuelle, particulière, que j'assume complètement, mais qui ne va pas au-delà de cette histoire particulière pour écrire. Je serais beaucoup plus intimidé à l'idée d'écrire un essai sur la question de l'islamisme en France aujourd'hui. Est-ce que vous êtes allé voir ces cellules qui travaillent justement sur ces gamins qui s'en vont en Syrie? Est-ce que vous avez rencontré des parents? Est-ce que vous avez fait ça? J'ai lu des livres. Il y a beaucoup de livres qui sont parus, de psychologues, de, de chercheurs qui font ce travail, mais qui a été second pour moi. Enfin, premier évidemment dans mon travail, parce que j'ai commencé me documenter. Je n'ai pas vraiment commencé, ça fait peut-être 10 ans maintenant que je lis beaucoup sur ces sujets, mais après j'ai eu besoin de me libérer de ces documents, justement pour revenir à mon histoire individuelle. Le seul travail vraiment documentaire en direct que j'ai fait, c'est avec la police, qui est un monde que je connais moins bien, et je suis allé voir l'équipe de police qui a fait l'intervention à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est ma seule contribution journalistique à ce livre. Le reste, c'est une culture générale d'un sujet qui me touche depuis une bonne dizaine d'années, et de recherche, de lecture et d'études que je fais par intérêt personnel. D'accord. Alors, je reviens aux questions quand même, parce que alors, David, qui n'est pas le personnage de votre livre, je le précise, voudrait savoir, dit voilà, on sait que vous êtes le directeur du Figaro littéraire et puis que vous avez écrit un roman, mais est-ce que vous aviez fait d'autres romans avant? Quel est votre parcours? Oui, David, effectivement, j'ai écrit d'autres romans. J'ai commencé par des livres qui étaient des études historiques ou littéraires, où j'étais justement plus près de mon sujet. Quand on écrit un livre sur le résistant Honoré d'Estienne-d'Orve, par exemple, c'est absolument passionnant, mais voilà, je m'en tiens aux archives, aux témoignages, à ce que j'ai pu trouver pour raconter l'histoire d'Honoré d'Estienne-d'Orve. Et puis un jour, j'ai eu envie de me lancer dans des romans qui me permettaient une liberté extraordinaire après avoir été si près de la réalité à travers mon travail de journaliste ou d'historien. Et donc, j'ai écrit 4 romans. La grande épreuve, c'est le 4e. J'ai écrit 3 livres. Le premier s'appelle L'article de la mort. Le deuxième s'appelle La route du salut. C'était déjà une histoire d'islamiste, vous voyez, c'était en 2009, si ma mémoire est bonne.
Donc c'était il y a une dizaine d'années. Je m'étais intéressé à un jeune homme aussi d'origine européenne qui partait faire la guerre en Bosnie, converti à l'islam et à l'islamisme en vérité. Et à travers lui, une histoire vraie d'ailleurs, j'ai conversé, j'ai échangé en prison avec un homme qui a connu ce destin. Ça m'a beaucoup intéressé de me dire, tiens, comment un jeune homme peut renoncer au confort, aux facilités de la vie moderne, de la vie en France, et s'embarquer dans une aventure aussi incroyable que la guerre en Bosnie au milieu des années 90, avec peut-être la mort au bout, et en tout cas le terrorisme, le banditisme et la prison à vie. Et c'est quelqu'un un petit peu plus jeune que moi, mais pas beaucoup plus, donc j'étais très impressionné par cette histoire. Ça, c'est La route du salut. Et puis j'ai écrit un autre livre qui m'a ramené dans l'histoire d'un pays que j'aime, qui est la Turquie, qui est Istanbul. Ça s'appelle L'amant noir. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va essayer de vivre aussi au bout de ses rêves, d'ailleurs au bout de son idéal. C'est peut-être un aspect commun à toute mon œuvre, à Istanbul au lendemain de la Première Guerre mondiale, et qui va être rattrapé par le démon de l'opium. D'accord. Oui, on ne le sait pas beaucoup, ou en tout cas dans le milieu journalistique, on le sait un peu plus. Il y a beaucoup de Français qui partent en Bosnie, en Afghanistan. Il y a eu beaucoup de Français qui sont partis comme ça pour un idéal, combattre, etc. Oui. C'était Christophe de Ponfilly en avait parlé en Afghanistan, pas mal de ces Français. Oui, alors Hélène demande quel est votre premier lecteur ou votre première lectrice? c'est ma femme. Et j'ajoute qu'elle était une lectrice très intransigeante. Elle n'est pas du tout du genre à me dire que je suis formidable et qu'elle a épousé un génie. C'est une lectrice très précise quant à la crédibilité des personnages, à ce qui se dégage d'eux. On parlait tout à l'heure du fait d'aimer ces personnages, même les plus détestables. Elle est une lectrice très pointue pour signaler des éventuelles anomalies ou des éventuels problèmes sur les personnages. Et puis aussi la question de la fin dont on parlait tout à l'heure. Comment se finit une histoire? Est-ce que ça se finit simplement par une mort ou par autre chose? Quel dernier message on fait passer au lecteur? C'est des conversations qu'on a eues. J'ajoute aussi sur les dialogues, par exemple, le niveau de langage. C'est des choses importantes. Tous les personnages ne peuvent pas parler les mêmes langues. On ne parle pas tous la même langue. On n'a pas tous le même vocabulaire, la manière de s'exprimer. Et ça doit être présent dans un livre. C'est très difficile à faire. Et le premier lecteur, qui a un œil frais, qui a un jugement frais, est très, très important. Et donc, j'ai la chance d'avoir à côté de moi une lectrice très avisée. Oui, parce qu'on peut détruire un roman avec un dialogue pas juste. Oui, absolument. Alors, les éditeurs font un très bon travail aussi en disant Oui, que aussi. souvent, les dialogues, on est tenté de trop dire dans un dialogue, alors qu'un dialogue doit simplement faire avancer délicatement l'action. Il y a beaucoup de mots qui sont implicites, parce que dans nos conversations, il y a beaucoup de choses qui le sont en effet. Qu'on sait déjà. Voilà, qu'on sait déjà ou qu'on devine, parce que le lecteur, au fond, ben, il nous accompagne dans l'histoire. Tout ça, ça demande une mécanique extrêmement précise, et c'est toujours bien d'avoir son premier lecteur. Et puis les éditeurs, évidemment, au sens technique du mot, sont très précieux. Ils voient tout de suite ce qui cloche. Oui. Alors Hélène rajoute, est-ce que votre femme s'est aperçue qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans votre livre? Alors, il y a quelques femmes, hein. Il y a une religieuse, et puis il y a la femme de Frédéric Nguyen, qui est une femme aimante et très importante, puisqu'elle elle est vraiment son moteur. Alors, de fait, les questions qui me sont chères ne sont pas toujours très incarnées dans des femmes. C'est peut-être parce que je suis moi-même un garçon et qu'il m'est C'est plus difficile de difficile. me transposer dans un personnage féminin. Mais qu'elle se rassure, je suis en train de réfléchir à une histoire qui m'a été inspirée par quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et qui est une femme. Donc, je ne désespère pas de féminiser mon œuvre. Ou de laisser parler votre côté féminin, sait-on jamais. Ah ben oui, peut-être. En tout cas, je crois qu'il s'exprime déjà à travers ma petite Audrey, là, que j'aime beaucoup, dont je suis un peu amoureux, et puis la petite sœur Agnès, qui, tout en étant une religieuse, est très féminine, très joyeuse. Elle a eu une jeunesse comme les jeunes de son temps. Je l'ai beaucoup aimée, Agnès. Elle est la vie même. Et donc, ça m'a fait plaisir d'avoir, malgré tout, ces deux personnages féminins. Hubert Nissen disait que les hommes qui aiment les romans sont des hommes qui n'ont pas peur de leur part féminine. C'est vrai, je lis beaucoup de romans par mon métier, puis j'aime beaucoup les romans, et je reconnais que ce sont des conversations que j'ai avec mes amies femmes, beaucoup plus que les hommes. Vous
Vous parliez tout à l'heure de vos enfants. Est-ce que vos enfants ont lu le livre? Oui, ils ont lu le livre, oui. Oui, Et oui. quel a été leur retour alors? Oh, bah, les retours des enfants à leur père, pas toujours facile. Ils ont eu des mots courtois, polis, assez évasifs. Je pense qu'ils gardent leur jugement et leurs sentiments par devers eux. À une exception près, j'ai une fille qui est une jeune adulte et qui a vécu dans le cadre d'un service civique dans une cité. Elle s'occupait de soutien scolaire. Elle a vécu pendant un an dans une tour d'une banlieue très défavorisée de Toulon. Je lui dois, par nos conversations, d'avoir nourri une partie de mon roman, notamment la misère, la pauvreté morale et culturelle d'une cité de mon livre. Et avec elle, elle a reconnu des choses qu'elle m'avait racontées. Donc, on a eu un échange entre ce qu'elle m'avait raconté et ce que j'en ai fait dans mon livre. Voilà, alors il y a une seule dernière question, c'est pour vous, qu'est-ce que ce serait une grande épreuve? J'ose pas l'imaginer parce que les grandes épreuves, on les repousse. Qu'est-ce que c'est la grande épreuve? C'est certainement être privé des gens qu'on aime, certainement. Je pense que c'est ça. C'est une épreuve qu'on traverse tous. Oui, oui. Et Non, je dirais que ça ne va pas s'améliorant en général. privé, pas forcément par la mort, privé, on peut être privé par Oui. d'autres circonstances. Mais je me souviens très bien, c'est peut-être moins grave et moins sérieux, mais je suis un homme d'un certain âge maintenant, donc qui a fait son service militaire, chose qui a disparu. Et je me souviens très très bien, ce service militaire ne me dérangeait pas beaucoup, ça m'amusait, c'était une expérience insolite, j'aimais bien le plein air et faire du sport. Mais il y avait une chose qui me préoccupait énormément, c'était de savoir si je pourrais lire. Et j'étais très très inquiet de me dire, bon, par ce temps, ces activités, cette nouvelle vie militaire que je ne connaissais pas très bien, comme tous les jeunes Français qui partaient pour cette année-là, j'avais très peur d'être privé de lecture. Et pour moi, la grande épreuve aurait été, et elle le sera certainement encore, euh, si je ne pouvais plus lire, par exemple, si par exemple je perdais la vue, ce serait pour moi une épreuve absolument terrible de ne plus pouvoir lire, ça c'est certain. Pour fréquenter pas mal d'aveugles, je vous dirais que si vous perdez la vue, vous continuerez à lire quand même, sous une autre forme. C'est-à-dire par les livres sonores? Par les livres sonores, et puis il y a le braille. Et Ah puis il y oui, en a. bon, écoutez, je n'ai pas envisagé ce point. Oui. J'admire beaucoup ceux qui s'y adonnent, mais c'est vrai que j'ai un rapport à la lecture qui est un peu convulsif et qui est très, très important pour moi. Et ça serait une grande épreuve d'être obligé de changer, de mode d'approche d'un livre. J'admire beaucoup ceux qui le font. En tout cas, moi, je n'ai plus de questions. Nathalie, je vais te rendre la parole. Ouais, je vais quand même montrer à l'écran Ah bah oui, le il livre. faut qu'on le voit quand même. Voilà, le livre, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez là ou pas. Mais Oui, très bien, on le voit très bien. Il est très beau. Voilà. J'ajoute Il n'a qu'il pas le bandeau Grand Prix. il a un autre bandeau maintenant, qui est un bandeau rouge, Ouais. où il est marqué qu'il a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie. Voilà. Mais voilà. En fait, est-ce que c'est vraiment la photo, c'est vous qui l'avez choisi, le bandeau, c'est vous qui l'avez choisi, c'est à... C'est Non. l'éditeur. C'est l'éditeur. On cherchait quelque chose qui soit pas trop démonstratif, Oui. mais qui résume à la fois une situation. Et puis on ne voit pas l'ombre, on ne sait pas qui est le personnage en fait. Voilà, chercher quelque chose d'un petit peu plus léger, mais qui soit par cette ombre un petit peu menaçant, parce qu'il y a quand même quelque chose de menaçant dans le livre. Et puis cette croix, j'ai trouvé que ça résumait très très bien l'esprit général du livre. Parfait. Alors, je vais rappeler à nos amis lecteurs que La Grande Épreuve, paru chez Stock, d'Étienne de Montetti, est sur toutes les tables de librairie. Donc, il a un bandeau rouge, vous ne pouvez pas le louper, avec marqué Grand Prix de l'Académie française. Vous pouvez aussi l'acheter sur notre site Un endroit où aller, sur la page de la rencontre de ce soir. En cliquant sur le bouton, vous serez redirigé vers une librairie indépendante. Avant de vous donner le mot de la fin, Étienne, je vais rappeler que ce soir, nous allons clôturer les rencontres pour l'année 2020. Nous allons faire une pause. On se retrouvera le 4 janvier pour une soirée spéciale maison d'édition où nous recevrons une maison d'édition qui sont les éditions du Canoë. Je ne sais pas si vous les connaissez, Étienne. Donc, ce sera le 4 janvier. D'ici là, vous pourrez retrouver les replays de toutes les rencontres. On les mettra en ligne, de toutes celles qui sont passées. Donc, il y en a 140. Vous ne serez pas en reste. Donc, voilà. Et sur notre
page Facebook et sur le compte Instagram Un endroit où aller. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir été avec nous ce soir. Je vais vous laisser le mot de la fin. Donc, lundi, pas de rencontre, hein, les amis lecteurs. Ne vous connectez pas, on ne sera pas là. Étienne, le mot de la fin. Mais le mot de la fin, c'est que j'étais très heureux de cette conversation. Quand on reçoit un prix, quand on publie un livre de manière beaucoup plus générale, on est très heureux des rencontres avec les lecteurs à la faveur de rencontres en librairie ou de salons du livre. Tout ça n'existe plus actuellement, tout ça est suspendu. Et donc, des initiatives comme la vôtre sont très, très importantes. Et je vous remercie beaucoup d'en organiser, de faire vivre les auteurs et le livre à travers ce mode de rencontre, parce que sinon, l'écrivain serait bien, au fond, condamné à rester entre quatre murs sans absolument savoir ce que les lecteurs ont pensé de son livre. Et c'est essentiel, cet échange. Le temps de l'écriture demande la solitude, mais le temps du livre demande la rencontre, le partage. Donc, merci beaucoup d'organiser ce type de rencontre. J'étais très heureux de la partager avec vous ce soir. Merci, on est ravis de vous recevoir. Donc, n'oubliez pas, lisez, c'est très important. Allez en librairie parce qu'elles sont ouvertes, mais surtout, respectez les gestes barrières et prenez soin de vous. Donc, on vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année et on vous donne rendez-vous donc le lundi 4 janvier à 19h. Merci beaucoup. Bonne soirée, Frédéric. Bonne soirée, Étienne, et bonne continuation au journal. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup.